Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 20 de cette Vuelta 2022. Étape numéro 20 qui est en fait la grosse étape de montagne tant attendue de cette troisième semaine, avec un parcours qui a encore été pas top du côté de la Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape avec votre grosse cote. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas également à regarder TikTok. Tous les soirs, le débrief en avant-première. Débrief express à une demi-heure après l'arrivée de l'étape à peu près. Et puis n'hésitez pas à aller voir du côté de Spotify toujours les 2 premiers épisodes de PS 2.0 en accès libre et le 3e avec un abonnement à 3,99 par mois. Le lien dans la description. Ce n'est pas un lien PayPal, il n'y a pas de cagnotte PayPal. Il faut aller sur Spotify, vous abonner, 3,99 et ensuite vous avez accès à la troisième chronique, voilà, troisième podcast. Dénivelé positif, 3977 mètres sur cette étape, donc comme quoi c'est une vraie étape de montagne. C'est une étape avec un enchaînement de cols, ce qu'on n'a pas eu quasiment de toute cette Vuelta. On a eu très peu d'enchaînement de cols. C'est une vraie grosse étape de montagne. C'est une étape qui peut permettre de renverser le classement général. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas foncièrement, mais c'est le parcours du jour peut permettre d'avoir du spectacle. Après, est-ce que ça sera le cas ? Pas sûr, tout dépendra de ce que voudront faire les coureurs. Tout dépendra aussi de l'énergie qu'auront encore ces coureurs, car la saison est longue et voilà, on est sur le dernier jour, l'avant-dernier jour de Grand Tour de la saison, mais vraiment le dernier jour qui compte pour le général d'un Grand Tour de la saison. Et on est un petit peu sur les rotules, donc la fatigue est là. Pour réussir à renverser une course, il faut avoir de l'énergie et c'est peut-être ça qui va manquer sur cette étape-là. Beaucoup d'enchaînements de cols sur cette étape, vu que c'est en fait une grande boucle autour du Puerto de Navacerrada. Donc c'est une grande boucle autour de Puerto de Navacerrada qui sera franchie une fois et on sera quasiment au sommet la deuxième fois. Pour cette arrivée, voilà, avec un enchaînement de bosses de première, deuxième catégorie, une bosse de troisième catégorie également, et puis surtout une journée où on va passer quasiment l'intégralité de la journée à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc ça aussi, ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va jamais vraiment redescendre complètement le long de la mer, on sera toujours un petit peu en altitude. C'est parfois exigeant, c'est-à-dire que si vous vous mettez en dette d'oxygène, vous avez beaucoup plus de mal à récupérer que si vous êtes au niveau de la mer, vu qu'il y a moins d'oxygène en altitude. Et même à 1000 mètres d'altitude, il y a déjà des effets sur la perte d'oxygène. Donc dénivelé positif, on en a parlé. On va regarder tout de suite le profil de cette étape. Profil de cette étape numéro 20, entre donc Moral Zarzal et Puerto de Navacerrada. On traverse un petit peu la communauté de Madrid sur cette étape. 182 km, Moral Zarzal au départ. Et puis vous voyez, assez vite, on arrive dans la première difficulté du jour, au kilomètre 34, le Puerto de Navacerrada. Mais en fait, auparavant, on aura déjà eu des petits contreforts. Il y a vraiment, je dirais, 5-6 km de plat et ensuite ça commence très fort. Est-ce qu'on arrivera à sortir en haut de ce Puerto ? Pas sûr, parce que on le sait, parfois les échappées mettent du temps à sortir, surtout sur une étape comme ça où tout le monde sait qu'il y a des possibilités également que l'échappée aille au bout, si on arrive à prendre assez d'avance. Donc soit on arrive à sortir très vite, soit ça peut être un petit peu compliqué, surtout s'il y a une bagarre pour le maillot de meilleur grimpeur. Puerto de Navacerrada, 10 km à 6,8 de moyenne. Et c'est une montée en fait qui est surtout de 7 km. Un passage à 9,9, un autre passage à 8,5. C'est pas totalement régulier, mais sur les 6 derniers kilomètres, sur les 4 derniers kilomètres, les 400 derniers kilomètres, c'est
plutôt difficile, voire très difficile. Et on a également voilà, donc ce passage à 9,9 qu'il faudra prendre en compte. Surtout que ce passage à 9,9, il est au-delà de 1500 mètres d'altitude. Donc c'est-à-dire à une hauteur où on commence à avoir vraiment des effets importants au niveau de l'oxygène à partir de 1005. C'est là où ça commence à être un peu plus dur. Ensuite, vous avez un palier à 1008. Et puis ensuite, plus de 2000 mètres, où là, on sait que c'est très compliqué à ces niveaux-là, même à partir de 2100, 2200 mètres, où là, c'est vraiment très dur. On redescend de ce Puerto de Navacerrada pour redescendre donc à 1000 mètres, 1100 mètres d'altitude, 1200 mètres d'altitude, notamment à Colado Hermoso, Navafria également, Navafria, qui sera le pied du Puerto de Navafria. Col de deuxième catégorie, 10 km à 5,5 de moyenne, 90 km de l'arrivée pour le sommet de ce Puerto de Navafria. C'est pas la côte la plus difficile de la journée. C'est pas très régulier. Il y a 3 km, on sera au-dessus de 6%, 2 km au-dessus de 7%. Après, on est sur une pente de deuxième catégorie qui n'est pas très difficile. C'est fou parce que quand tu regardes ce profil-là, il n'y a que 3 km de moins que sur les montées de l'Alto des Piornal. L'Alto des Piornal était en première catégorie, là c'est en deuxième catégorie, alors qu'on est à 400 mètres d'altitude plus haut. Parce que c'est ça la particularité de cette montée, c'est que là encore, on est à 1700 mètres. Donc c'est à prendre en compte. Au niveau de l'altitude, on commence à 1002 et on finit à 1750, 1765 même précisément, donc ça peut être compliqué pour les coureurs. On redescend vers Loyosa, mais là encore, on est à 1100 mètres d'altitude, donc pas très bas. Et puis assez vite, c'est une côte qui sera à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée désormais, le Puerto de Canancia, 7 km 348 de moyenne, côte de troisième catégorie. Là encore, c'est pas la côte la plus dure, elle fait en fait surtout 3 km cette côte, avec 3-4 km, un passage à 5,9, puis 7%, 6,1, 5,7. Normalement, les meilleurs coureurs vont passer tranquillement cette montée. Il y aura une bagarre dans l'échappée, peut-être pour les points du classement de la montagne, mais on peut tenter de partir de loin, c'est quand même... c'est pas la pente idéale, c'est pas la côte idéale pour tenter de partir de loin. Mais on peut tenter quand même le coup sur cette montée-là, parce que après, en fait, ça va plutôt s'enchaîner sur la suite de l'étape. Donc ça peut être intéressant. Après ce Puerto de Canancia, on arrive au pied du Puerto de la Morcuera. 9 km 2 à 6,8 de moyenne, sprint bonification au sommet, côte de première catégorie. Seulement sprint bonification, pas sprint intermédiaire. Donc je rappelle qu'au sommet, les 3 premiers auront 3, 2 et 1 seconde de bonification. 40 km de l'arrivée pour le sommet. Et c'est la côte la plus dure de la journée pour moi, ce Puerto de la Morcuera. Il y a du pourcentage, notamment un passage à 9,5, notamment un autre passage à 7,9%, 7,5 aussi. Ça, c'est une vraie bosse espagnole. C'est une bosse qui est donc de 7-8 km, vraiment avec des pourcentages. C'est irrégulier. Donc c'est vraiment le type de montée qu'on retrouve assez souvent en Espagne, mais qu'on a en finale assez peu vu sur ce Tour d'Espagne. C'est ça qui est assez dingue, c'est que ce type de montée-là, normalement, c'est la base de ce qu'on trouve en Espagne. Sauf que ce type de montée-là, on l'a très peu eu en fait en Espagne. Et ça se demandait comment ils ont conçu le parcours vraiment sur la Vuelta, parce que ça a été un parcours compliqué. Et je trouve un parcours raté. Donc Puerto de la Morcuera, qui pour moi est la montée la plus dure de la journée. On redescend vers Rascafria pour la montée du Puerto des Cotos, 10 km 5 à 5,6 de moyenne. Donc, il n'est pas extrêmement dur sur la première partie. C'est régulier entre 5 et 6%. Il y a un passage à 7,1, un autre passage à 6,8, mais entre 5 et 6%, c'est assez régulier. Est-ce que ça permettra vraiment de faire la différence? Peut-être pas. Il faudra peut-être partir avant. Et le sommet est à 7 km de l'arrivée. Donc, il y aura ensuite... Et c'est peut-être là la difficulté de cette montée, c'est de 7 km à plus de 1800 mètres encore derrière. C'est peut-être plus ça la difficulté de cette montée,
c'est pas trop la montée en elle-même, on a 1800 mètres, c'est les 7 km après, on reste à 1800 mètres sur un plateau, où là ça peut être difficile dans ces conditions-là. Voilà, on a fait le tour de cette étape. Du côté de la météo, ciel ensoleillé, 23 sur les sommets, 27 degrés, 27-28 degrés en plaine. Le vent est assez tournant, donc c'est dur de déterminer, je dirais vraiment une direction. Il est plutôt de sud, mais parfois il est d'ouest, plein ouest, donc c'est compliqué de savoir. Par contre, la force est tout le temps la même, c'est-à-dire entre 15 et 20 km/h de vent, donc ça ne devrait pas être suffisant pour vraiment créer une course compliquée. Du côté de la stratégie, soit on a une grosse échappée avec vainqueur au bout, qui arrive à partir, je dirais, assez rapidement, soit bagarre entre leaders pour le général pour tenter d'inverser la situation du côté du général, et victoire pour leader. Malgré tout, je vois difficilement où on peut partir pour lâcher Remco Evenepoel. C'est le problème de cette étape, c'est que si on part de loin, le problème c'est que Remco Evenepoel, il préfère quand les courses se décantent tôt. Il est capable, lui, de faire 50, 60, 70 km seul devant, Remco Evenepoel, ça lui fait pas peur. Donc c'est un coup à se faire contrer pour Enric Mas. Est-ce que attendre la montée du Morcuera avec des pourcentages peut-être un peu plus compliqués, ça peut être intéressant pour Enric Mas? Peut-être pas. Si Remco Evenepoel est aussi fort que sur l'Alto de Björnal, ça passera pas. Et la dernière montée, attendre la dernière montée en faisant rouler son équipe, elle n'est pas assez pentue pour moi, cette dernière montée. C'est pas comme ça que tu arriveras à récupérer 2 minutes. Donc c'est toute la complexité de cette étape pour Enric Mas, c'est de savoir à quel moment il faut faire l'effort pour tenter de lâcher Remco Evenepoel et quelle doit être la stratégie employée. Et pour le moment, je ne sais vraiment pas comment faire pour lâcher Remco Evenepoel. Est-ce qu'il faut partir de loin, partir plutôt proche de l'arrivée? J'ai du mal à savoir laquelle situation est la meilleure. Du côté des pronostics, j'ai mis Remco Evenepoel. Vu ce qu'il a montré sur l'Alto des Björnal, il est costaud, il est capable de contrer Enric Mas si on est sur une bagarre entre leaders. J'ai mis donc Enric Mas parce que c'est le seul qui arrive pour le moment à menacer Remco Evenepoel. Donc en cas de stratégie, on aurait une grosse bagarre entre les leaders. On pourra avoir une victoire d'Enric Mas. Et puis est-ce que Evenepoel sur cette dernière étape-là, s'il voit que Enric Mas n'arrive pas à le lâcher, est-ce qu'il laisserait pas la victoire à Enric Mas, comme on a pu voir parfois avec Andy Schleck, Contador notamment? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce type de situation-là où il se dit je lui en laisse une, moi j'ai déjà gagné mon étape, je peux lui laisser une étape, peut-être. Hugh Carty, qui m'a semblé plutôt pas trop mal là, ces derniers jours. Donc je tente le coup, et puis EF ayant besoin de beaucoup de points, parce que EF, ça les arrange pas que le Tour de Grande-Bretagne, ça s'arrête au bout de 5 jours avec Movistar qui gagne le Tour de Grande-Bretagne. Ça les arrange pas du tout. En même temps, je suis assez surpris qu'il y avait aussi peu de grosses équipes sur le Tour de Grande-Bretagne. Et que la loto soit pas venue non plus, parce que quand tu veux marquer des points, il faut choisir les invites, et le Tour de Grande-Bretagne, c'était quand même un terrain qui pourrait convenir à la loto, notamment pourquoi pas Arnaud Delis. Et puis en grosse cote, j'ai mis Mikel Landa. Parfois sur ces dernières étapes de Grand Tour, dernière grosse étape de montagne, on a parfois un mec qui s'est complètement raté pendant les 3 semaines, mais qui arrive je dirais pas à se refaire, mais qui profite de la fatigue de ses adversaires et qui retrouve un petit peu de condition physique. Pourquoi pas Landa? Ces derniers jours, il a un peu remonté dans la hiérarchie quand on regarde, il s'est rapproché, on va dire, du top 20 sur l'arrivée des étapes, voire parfois il était dans le top 20. Donc pourquoi pas Landa en partant dans une échappée, ça pourrait peut-être le faire. Du côté des horaires de cette étape, ils sont là les horaires. Départ à 12h45. Le sommet du Puerto de Navacerrada entre 13h36 et 13h41. Le sommet du Puerto de Navafria entre 15h04 et 15h19. Le Puerto de Calancia entre 15h55 et 16h16, en sachant que j'ai au niveau du profil, j'ai peut-être des erreurs, parce que là, il ne me marque pas les mêmes côtes. Si, pourtant, j'ai le Puerto de Navafria. Non, j'ai pas d'erreur, c'est juste l'itinéraire horaire qui a raté des côtes.
Le Puerto de Canancia entre 15h55 et 16h16. Le sprint intermédiaire à Cafria entre 16h43 et 17h09 pour une arrivée entre 17h16 et 17h46, un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, aller sur Spotify, aller sur TikTok. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!